Merci d'avoir choisi TV5 Monde, 64 minutes. Deuxième partie, l'Afrique à présent vue par l'ex-président français François Hollande. Rebonsoir, merci d'être avec nous et soyez le bienvenu. L'Afrique, on parlera bien entendu du Mali, de la Centrafrique, mais aussi de l'Algérie avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. François Hollande, d'abord avant la partie africaine, on a été pris par le temps file. Nous n'avons pas abordé bien entendu l'échéance présidentielle. Vous n'êtes pas tendre dans votre livre, mais vous dites que vous avez retrouvé votre liberté de parole et que vous avez envie de peser, de servir la France qui est face à des défis graves qui l'attendent. De Emmanuel Macron, votre successeur, vous dites impatient, imprévisible, il ne sait pas où il va, ni où il mène le pays, pardon. La cohérence n'est pas sa maîtrise. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, sa maîtrise, pardon, vous l'avez dit à plusieurs reprises, pas de règlement de compte. Pour autant, vous jugez son quinquennat avec un bilan plutôt négatif. Je suis indulgent parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Près de 2 ans où il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses réformes ou de ses intentions, même si je ne les partageais pas toutes. Mais c'est vrai que ce qui m'a frappé pendant la période où il était en pleine capacité d'agir, c'est le fait qu'il était versatile, qu'il était inconstant, qu'il commençait sur des positions pour finir sur d'autres. Ça ne veut pas dire être pragmatique. Le pragmatisme, la plasticité, c'était tout à fait essentiel. J'ai moi-même évolué. Vous dites qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Et donc je crois que ce qui est très important en politique, c'est d'avoir une doctrine, une ligne de force et une vision. Mais ce que je dis aussi, c'est que autour de lui, c'est-à-dire la technostructure, a pris d'une certaine façon le pouvoir. Quand on regarde la composition du gouvernement, celle de l'Assemblée nationale, on s'aperçoit qu'il n'y a plus les expériences qui étaient celles que l'on connaissait dans les grands partis traditionnels. Quant aux grands partis eux-mêmes, ils n'ont pas été capables pendant ces 5 ans de fixer eux aussi leur doctrine, de donner des propositions, de porter des projets, ce qui explique le désordre et la confusion politique. Et bien sûr, qui en profite ? Les populistes, nécessairement. Parce que quand il y a ainsi des failles dans le système démocratique, ce sont toujours les extrêmes, en l'occurrence l'extrême droite, qui s'y engouffrent. Et voilà, ce qui suit en tout cas va nous montrer aussi ce que vous pensez de la politique d'Emmanuel Macron, votre successeur en Afrique. Commençons par l'Algérie. Emmanuel Macron, justement, a critiqué le pouvoir algérien en disant, je cite François Hollande, qu'il s'agit d'un système politico-militaire vivant sur une rente mémorielle. Coup de tonnerre à Alger. L'Algérie est-elle, selon vous, oui ou non gouvernée par un système politico-militaire ? Les rapports entre la France et l'Algérie, vous l'imaginez bien compte tenu de ce qui s'est produit, une guerre, sont des rapports extrêmement délicats. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se dire un certain nombre de vérités, les uns et les autres. Mais nous savons qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur, des deux côtés. À partir de là, je pense qu'il y a eu une bonne intention de la part d'Emmanuel Macron et du président algérien, c'est d'aller vers des travaux communs pour aller jusqu'au fond des sujets. Oui, mais justement, en disant ça, c'est ce qu'il pointe. Il dit, je ne comprends pas, et je parle sous la gouverne de Slimane, c'est bien ça. Slimane, Emmanuel Macron pense qu'avec le président Tebboune, tout va bien, mais que derrière, il y a quelque chose qui bloque. Non. La technostructure dont vous parliez tout à l'heure. Et il ne faut pas avoir de mots qui puissent blesser, même si le peuple algérien vis-à-vis de ses dirigeants, je pense, est il sévère. le dit, hein, une partie le dit. Bien sûr qu'elle est sévère, mais c'est le droit du peuple algérien. Ce n'est pas à nous de juger les dirigeants de l'Algérie. Monsieur le Président, vous venez de commenter cette déclaration inédite avec un ton particulièrement incisif d'Emmanuel Macron. Cela me rappelle une déclaration, je dirais même un aveu de Lionel Jospin, il y a 20 ans. Il était Premier ministre et candidat à la présidence. À propos de l'Algérie, il avait déclaré ceci, je cite, « La France est contrainte dans son expression sur l'Algérie ». Diriez-vous qu'il y aurait une sorte de tabou, d'inhibition dans la France officielle pour se prononcer sur les affaires algériennes ou franco-algériennes? Non, il n'y a pas de tabou, d'interdit. Il y a une forme de délicatesse dans les expressions à avoir. Et chaque fois que la France prend des positions sur les affaires intérieures de l'Algérie, ça lui revient en boomerang. Donc il faut faire attention de ne pas non plus de nous taire quand il y a des atteintes graves aux droits des personnes, et il y en a, et ne pas non plus aller envenimer les choses, parce que les dirigeants de l'Algérie, je les connais, je les ai fréquentés pendant des années, ils utilisent toujours les déclarations de la France
pour des fins de politique intérieure. Mais justement, vous pensez que du coup, le pouvoir algérien en profite par rapport à ce mouvement de contestation pacifique qui réclame justement liberté et dignité, qui réclame aussi un pouvoir civil? Vous pensez qu'il y a diversion? Non, mais il n'y a pas de diversion. Mais c'est chaque fois assez commode pour des dirigeants, que ce soit pour l'Algérie ou pour d'autres, quand il y a des jugements qui sont portés sur leur pays, de se mettre en phase avec l'opinion publique, en tout cas de travailler l'opinion publique avec une fibre, disons, patriotique. Oui. Monsieur le Président, vous avez été un des derniers hommes d'État à rencontrer Abdelaziz Bouteflika quand il était encore lucide. Vous avez d'ailleurs à l'époque déclaré qu'il débordait d'alacrité, un mot qui avait suscité quelques polémiques, vous vous en souvenez. Eh bien, ensuite, il y a eu tout ce Irak, toutes ces manifestations hebdomadaires qui étaient précisément, dont l'objectif était de dissuader le président Bouteflika de se présenter une 5e fois. Vous avez suivi ce mouvement. Est-ce qu'il vous a surpris? Vous l'avez, qu'est-ce qu'il exprimait pour vous? Parce que vous connaissiez le président. Oui, le président Bouteflika avait, jusqu'au moment de sa lucidité, fait preuve de sa capacité à diriger l'Algérie, même s'il était très handicapé. À un moment, se présenter dans cet état-là, pour le peuple algérien, c'était une forme d'atteinte à sa propre dignité. La dignité du président sortant, comme la dignité du peuple algérien. Donc il y a eu ces réactions. Disant, nous ne voulons pas être dirigés par un président qui était devenu fantomatique, puisqu'on ne le voyait plus dans les manifestations officielles. Donc j'ai compris cette réaction populaire, qui a été longue, mais qui ne s'est pas traduite par des évolutions politiques. Et vous-même, quand vous l'aviez rencontré, il était vraiment en forme? Non, il n'était pas en forme au sens où il ne marchait plus, mais il avait un micro, sa voix était faible, mais ce qu'il disait était souvent... Sensé. Non seulement sensé, mais juste, cohérent, et avec ce qui était sa qualité principale au président Bouteflika, une vision internationale qui était assez... Et il a été ministre des Affaires étrangères, notamment à l'époque. Et notamment par rapport aux problèmes qu'on avait au Mali, en Libye. Justement, vous me tendez, on va devoir, hélas, pour l'Algérie, en arrêter là, et vous faites la transition, Monsieur le Président. François Hollande, bras de fer avec l'Algérie, avec le Mali aussi, le ton est monté ces dernières semaines. Je le disais, en tant que président et chef des armées, vous aviez lancé 2 opérations militaires extérieures. Mali, janvier 2013, décembre 2013 en Centrafrique. Rappel signé Karine Barzegar. Tombouctou, tout juste libéré des mains des djihadistes, accueille François Hollande en héros. Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Un mois auparavant, le président français a lancé l'opération Serval pour chasser les groupes armés djihadistes du nord du Mali. Le combat n'est pas terminé. Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra. Suite alors, dès 2014, l'opération Barkhane, une vaste mission antiterroriste au Sahel, le plus grand théâtre militaire français depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Paris endosse l'uniforme de chef de guerre, de gendarme au Sahel, mais pas seulement. Car quelques mois plus tôt, la France a lancé une autre opération, Sangaris, cette fois en République centrafricaine, pour protéger les civils face au risque de génocide évoqué par l'ONU. Une mission rapide qui n'a pas vocation à durer selon le président. Votre objectif, c'est de désarmer les milices et les groupes, de les cantonner et d'éviter les affrontements. Mais très vite, la Centrafrique s'embrase. Le pays sombre dans un bain de sang sous les yeux des soldats français. On tue un musulman devant la France, l'armée française n'intervient pas. Et la mission supposée éclair s'enlise pour ne s'achever que 3 ans plus tard. Au Sahel, l'opération Barkhane, elle, se poursuit. Mais une partie de l'opinion a basculé. Les critiques pleuvent sur cette armée d'ex-colonisateurs qui peine à éradiquer les djihadistes. François Hollande, invité témoin de 64 minutes sur TV5 Monde. Ousmane Diaye nous a rejoint. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Rédacteur en chef service Afrique TV5 Monde. La première question. Et pour vous, Ousmane, à François Hollande. François Hollande, aujourd'hui, la France réduit ses effectifs au Mali, alors que la situation s'est aggravée. L'armée malienne n'est pas opérationnelle. Le Premier ministre malien a dénoncé à l'ONU un abandon en plein vol. Je cite. N'a-t-il pas un peu raison? On demande tout et son contraire à la France quand elle réduit sa présence en espérant que les Européens et les forces africaines viennent la suppléer.
on dit elle lâche le Mali. Et quand elle confirme sa présence... Mais là, vous faites une promesse dans le document que vous voyez, qu'on a. Mais quand vous promettez que la France va rester. Oui, et quand elle dit qu'elle va rester, on dit, mais est-ce que ce n'est pas l'État colonisateur qui vient de nouveau chercher je ne sais quel intérêt? Donc, ma ligne, celle que j'avais définie d'ailleurs là, à Bamako, elle est toute simple. C'est de dire, nous resterons tant que les Maliens le voudront. Et tant que les pays du Sahel, puisqu'il n'y a pas que le Mali qui est concerné, en feront également la requête. Mais là, apparemment, les Maliens le veulent. Le Premier ministre malien déplore le départ des Français. Alors, s'il le souhaite, il faut qu'il le dise, peut-être encore plus clairement. Il faut qu'il évite de laisser penser que des mercenaires russes viendraient pour assurer je ne sais quelle sécurité d'ailleurs au Mali. Il faut qu'il y ait des paroles qui soient prononcées à l'égard de la France, qui ne soient pas des paroles de suspicion, mais des paroles de reconnaissance, parce qu'il y a des soldats français qui sont morts. Oui, pour le Mali. Parlons des paroles. Le président Emmanuel Macron a réagi vivement à ces critiques. Ses mots ont été très durs. Il parle de honte, de propos inadmissibles. Est-ce qu'il n'envenime pas la crise? Ne s'inscrit pas dans une escalade, au fond? D'abord, il faut peut-être rappeler que les autorités maliennes sont venues à la suite d'un coup d'État, même d'un double coup d'État. Donc c'est pas aussi simple qu'avec... Pour vous, il n'est pas légitime, le Premier ministre Choguel Maïga? Il y a eu des coups d'État, il y a eu une promesse qui a été faite de faire une transition vers les autorités civiles. Des élections en février? Je ne suis pas sûr que cette promesse sera tenue, mais donc il est normal d'avoir des exigences à l'égard de ces autorités-là. Ensuite, je pense que nous devons continuer le dialogue, faire en sorte, parce que il ne s'agit pas d'oublier la réalité. La réalité, c'est que même si les djihadistes ont subi des coups sérieux, même si beaucoup de ces chefs ont été neutralisés, il y a encore des femmes et des hommes qui meurent au Mali, des soldats maliens qui tombent. Donc il est très important de continuer à pourchasser ces djihadistes. Vous en parliez, au Mali, il y a la crainte de l'arrivée des Russes. En Centrafrique, ils y sont déjà, de plein pied, aux grandes dames de la France. N'est-ce pas une conséquence du retrait de la France que vous aviez décidé et ordonné en 2016? Non, parce que là aussi, comme il a été rappelé dans le reportage, nous devions rester un temps limité en Centrafrique. Et ensuite, c'était à la mission des Nations Unies. Mais c'était un retrait unilatéral contre l'avis des Centrafricains qui voulaient que la France reste. Oui, mais la France est restée avec quelques dizaines de personnes. Mais ensuite, c'était la MINUSCA qui devait prendre le relais. Et là aussi, des élections ont été organisées. La France a favorisé ce processus. Et c'est aux Nations Unies. Mais quand vous comprenez que les Russes arrivent. Non. La nature a horreur du vide. Non. Les Russes ne sont pas venus après le départ de la France. C'est les soldats de l'ONU qui sont venus après le départ de la France. Par ailleurs, il ne s'agit pas de l'État russe. On pourrait dire, finalement... c'est flou. Oui, mais on pourrait dire, c'est finalement le droit de la Centrafrique de faire appel à un allié, en l'occurrence la Russie. Mais là... Ce sont des mercenaires qui sont présents, qui cherchent d'ailleurs des avantages matériels, qui sont payés. Votre retrait, le retrait français, n'était pas une erreur stratégique. Si c'était à refaire, vous referiez. Je pense que ce n'est pas à la France d'être toujours présente partout en Afrique, parce que sinon, elle subirait la critique que vous pouvez quelquefois lui adresser, de dire qu'elle vient chercher là à rétablir un ordre qui n'est pas le sien. François Hollande, faut-il, oui ou non, discuter avec les groupes djihadistes au Sahel? Est-ce que la seule solution militaire peut suffire? Là aussi, il y a eu des tensions entre Paris et Bamako. Je n'ai jamais préconisé la seule solution militaire. Il y a des solutions politiques. Il y a eu un accord. Non, mais il faut discuter avec les djihadistes. D'abord, il y avait un accord, l'accord d'Alger, qui avait été passé pour discuter avec ceux qui étaient hier rebelles et qui voulaient s'intégrer. Il y a aussi des solutions pour le développement, de la lutte contre la corruption. Après, si les autorités maliennes veulent discuter avec certains groupes, ils peuvent le faire, mais ça suppose au préalable de renoncer au terrorisme. Sinon, c'est de les encourager et même les financer. Merci beaucoup pour cette page consacrée au Sahel. Merci Ousmane.